7. La vie de la lumière. Du fait qu'elle ne connaît pas son mouvement d'indépendance du support cérébral, la pensée est privée de vie. En vertu de ce support, elle subit la nature, devient dialectique et connaissance des impulsions humano-animales. L'être humain vit selon la relation du corps astral avec le monde, en excluant inconsciemment le je, qui est en réalité la source de la relation. Ne possédant pas son élément de vie, la pensée ne peut pas saisir l'élément de vie de la nature. Celle-ci apparaît monde extérieur, qui s'impose à celui intérieur, la vision qui apparaît légitimement. Duel. La vision duel, toutefois, surgit elle-même grâce à la vie de la lumière, qui s'anéantit continuellement dans la forme dans laquelle l'être humain, à cause de sa nécessité sentante, l'arrête. X méditation. La pensée peut découvrir que sa résonance selon la nature, est son mouvement même, et que l'image de la nature autre et réelle en soi, est la forme réfléchie de lumière. Identique, près d'un contenu non différent de la forme dans laquelle il apparaît. Elle doit pénétrer dans sa lumière, pour retrouver la lumière secrète de la nature. La forme surgit comme forme pensée, quand bien même réfléchie, elle n'a pas d'autre moyen de naître dans la conscience. Elle surgit dans l'acte de percevoir, mais c'est le percevoir dans lequel le je est présent, dans le véhicule de la pensée prédialectique. Celui-ci est l'élément vivant de la perception, qui demeure inconscient au niveau dialectico-cérébral, parce que normalement il s'écoule en sensations et représentations, nécessaires à la conscience cérébrale. L'organe cérébral cesse d'être l'isolateur de la conscience si, au moyen de l'exercice intensifié de la pensée, est amené au calme et à l'immobilité. Plus il est immobile, plus il laisse libre la force pensée. Une telle immobilité est obtention du silence mental, lequel est à son tour obtention de la concentration juste. La concentration est pour le chercheur moderne la possibilité de restituer au je la relation normalement usurpée par le corps astral, la possibilité de percevoir la force de détermination de la pensée, normalement utilisée par lui pour toute opération logique, mais non connue en soi, à l'état pur en étant elle, libre de la cérébralité, le véhicule du je. La conscience dialectique, comme conscience cérébrale, tend à assumer cognitivement le donné selon les énergies modernes de détermination de la pensée. Mais cet engagement est vicié par le béotisme constitutionnel de la conscience dialectique, résidu de l'aptitude atavique de passivité par rapport à la révélation, qui n'est plus justifiée par l'actuelle évolution de la détermination. L'inintelligence s'exprime surtout comme une incapacité de la détermination de connaître elle-même, de se distinguer soi-même du support cérébral qui lui permet l'extériorisation dialectique. Autrement dit, la détermination, en dépit qu'elle soit l'expression du je, devient illégitimement véhicule du corps astral, renouvelant de cette façon l'antique usurpation du pouvoir du je de la part du corps astral. Par autoconscience insuffisante, affectée par une aptitude mystique résiduelle, le processus intérieur du percevoir et du penser, chez l'homme moderne, s'arrête à la limite sensible, il laisse hors de soi un parti inaccompli, et il prend cette partie dans une forme, qui est elle-même forme pensée. Corrélée à un contenu supposé à l'intérieur de la forme, comme une chose en soi, ou un fondement. Qui est au contraire pensée ultérieure, forme de la forme, que la conscience dialectique obtuse confond avec un réel, au-delà du perçu et du pensé. C'est la pensée, en fait, qui ignore pareillement le processus dialectique de la perception et le moment prédialectique de la détermination pensante, c'est pourquoi elle découvre opposé à soi un monde métaphysique, ou un monde physique. Et s'il se les représente et, ainsi représentés, il les explore sans les pénétrer, parce qu'à l'intérieur de soi il s'arrête à la limite cérébrale dialectique, à l'extérieur il s'arrête à la limite cérébrale quantitative. Ainsi se continue, dans une forme moderne, l'antique mal de l'âme dominé par les adversaires du je, des adversaires qui nécessitent de la lumière réfléchie, du je réfléchi, de la pensée réfléchie, pour empêcher la naissance du je. Cette pensée exprime de toute manière l'intelligence de la matière, assujettie à la ténèbre de la matière. Sa caractéristique est la parfaite articulation dialectique du savoir, au moyen duquel la réalité physique, ou celle métaphysique, est déjà interprétée, avec ses distinctions, ses structures, ses noms, son univocité, dans laquelle tout est compris, tout est expliqué, ou est en train d'être expliqué, tout est analytiquement développé selon le thème initial, qui est toujours une condition à la pensée, un présupposé en soi, un présupposé à l'esprit qui doit simplement se conformer à lui, en renonçant à être l'esprit capable de s'expérimenter lui-même avant tout arrangement, ou tradition. L'intelligence de la ténèbre offre un parcours préconstitué à la pensée, en lui fournissant la réponse à toute question, selon le systématisme inépuisable du contenu présupposé. Cette intelligence tend par tous les moyens à éviter que la pensée connaisse son propre mouvement indépendant du contenu, quel qu'il soit, elle opère de manière à ce que la pensée ne se distingue pas elle-même de
L'objet et se considère valable seulement parce que rempli d'objectivité, privée de laquelle elle ne serait qu'un néant. L'intelligence de la ténèbre fournit tout à la pensée comme interprétation du terrestre, au niveau de l'absolu mais inconsciente aliénation, ou au niveau de la lumière. Réfléchis, afin que la pensée ne découvre pas son être libre, sa lumière originelle, sa source cosmique, son indépendance de n'importe quel savoir, qui est la vraie pensée, sur laquelle l'intelligence de la ténèbre ne pourrait rien. L'intelligence cosmique a un rapport bien différent avec le mental humain, elle laisse libre la pensée humaine, elle ne la manœuvre pas, elle peut s'unir à elle seulement là où la pensée est capable de se distinguer elle-même de son propre objet ou d'avoir comme contenu son mouvement. Même, là où la pensée affronte les problèmes et les événements avec des énergies tirées de sa propre profondeur, là où elle est capable de solitude et de courage, d'absence de préjugés et de dialecticité. Alors que l'intelligence de la ténèbre a besoin d'assoupir la pensée humaine, par le processus logico-dialectique et l'illusion de la connaissance illimitée dans la direction quantitative et sensible, l'intelligence cosmique a besoin de la pensée éveillée capable d'absolue liberté et d'autoconscience, pour lui transmettre le pouvoir de dépasser la limite sensible, la réflexivité, la prison dialectique. À cette double polarité répond l'alternative actuelle de la vie de l'âme, vis-à-vis de laquelle est décisive l'aptitude instinctive de l'homme par rapport à la réalité suprasensible de la Terre. La pensée réfléchie, ou dialectique, en effet, n'a pas le pouvoir d'élaborer l'élément psychique de profondeur, dominée essentiellement par la peur, c'est pourquoi elle recourt au palliatif des analyses psychiques. Chez l'être humain dialectiquement automatisé, l'intelligence, privée de mouvement autonome, n'exprime pas de pensée réelle, mais plutôt un contenu psychique, par rapport à l'idée d'une monde réel par-delà celui quotidien et apparent, c'est pourquoi en réalité la peur du monde suprasensible, en agissant comme force inconsciente de la dialectique, organise et rend valide dans les formes de la culture l'irréalité du monde exclusivement mesurable. L'expérimentateur porté à dépasser l'état réfléchi de la pensée, en se mouvant à l'inverse selon une impulsion à retrouver dans la supranature la réalité de la nature, surmonte en soi l'élément psychique assujetti à la corporéité, à savoir qu'il dépasse la peur, mais par cela même il est amené à dépasser l'esprit d'aversion inévitable à un tel lien. Mieux qu'à une fraternité superficielle remise au mécanisme abstrait de la planification sociale, il est amené à une fraternité qui va avant tout d'âme à âme, grâce à un automouvement conscient. Mais c'est seulement d'un semblable automouvement que peut profiter le processus évolutif de la société humaine. Le savoir idéologique et le savoir physique découlant de la pensée reflet, incapables de découvrir son propre élément de liberté, sont inévitablement dogmatiques. Le dogmatisme c'est affirmer une vérité comme fondée sur soi, en dehors de la pensée qui informe et en conçoit le fondement comme idée, en ignorant l'idée ayant dans son centre le fondement. La position dogmatique naît sur la limite à laquelle s'arrête la pensée, pour être dialectique, en se faisant forme d'un contenu pensé comme impénétrable, auquel elle donne le nom de réalité. Une réalité représentée par l'esprit. Étranger à l'esprit, conditionnant l'esprit, une réalité en vérité irréelle, parce que présupposée, dans la forme qu'elle a, à l'esprit, et à laquelle l'esprit doit de se conformer, en ignorant le pouvoir de relation au moyen duquel il lui est possible de la concevoir et l'acte de se conformer lui-même. En effet, l'altérité du monde, la réalité de la nature physique pour le corps et de la nature métaphysique pour l'esprit, la dualité, le monde extérieur à l'être humain, physique ou spirituel. L'être que l'homme trouve continuellement ne dehors de lui et semble avoir en soi un fondement. Peuvent être symbolisés par la kantienne chose en soi, l'être connu dans la radicalité qu'il se soustrait à la connaissance. Si l'on regarde cet être en soi de la réalité, c'est une idée, mais une idée privée de vie, abstraitement opposée à elle-même, une anti-idée. Cet être est bien apparent en dehors de l'homme, mais comme un être en soi, comme nous-mêmes. C'est une idée opposée à la vraie idée, c'est l'idée de toute idolâtrie au niveau dialectique. Matérialiste ou mystique, mue par des forces opposées à la vraie idée, laquelle a en soi un centre autonome de force, capable d'exprimer son mouvement, au cas où il coïncide avec le moment intuitif de la conscience. Sa transcendance devient immanente, lorsque le centre de l'être individuel se réalise au centre d'elle, comme à partir d'un fondement. C'est le fondement que l'être humain, incapable de saisir le moment originaire, pense en dehors de soit comme un contenu impénétrable à la pensée. Il conçoit un inconnaissable et ne s'aperçoit pas de le placer hors du concevoir lui-même, à savoir hors de l'activité qui seule répond du connaître. En concevant des causes métaphysiques ou physiques, étrangères au connaître, il ne peut pas ne pas être dogmatique. Le fait physique et le fait métaphysique dictent des lois avec égale autorité. Pour
Autant qu'ils représentent deux polarités opposées, ils ont en commun l'opposition mentale à la profonde lumière originaire, qui est l'antique opposition du corps astral au jeu, à savoir au logo. Deux courants de culture sont reconnaissables derrière la lutte menée à la pensée porteuse du logo, deux courants qui semblent se combattre, en surface ils se combattent mais en profondeur. Ils sont unis par l'impulsion à empêcher l'être humain de reconnaître l'élément de pérennité interne à la pensée moderne consciente. Indubitablement, cette pensée est aride, pauvre d'esprit, capable de tous les transformismes dialectiques, mais, à son niveau, qui est le plus bas atteint par l'âme, elle est en soi expression de la puissance de l'esprit, qui exige d'être retrouvée. Il s'agit de rédimer cette pensée, mais pour la rédimer, il faut la posséder, son élément dynamique doit être libéré du pouvoir inférieur au moyen duquel elle s'exprime. On reprendra la file de la considération au sujet du processus incomplet de la pensée, qui ne peut pas ne pas avoir en face de soi un monde spirituel sûr, lequel spéculer, ou un monde extérieur à mesurer. C'est une telle pensée qui, si elle aspire au divin, a besoin du secours de la tradition, parce qu'elle est incapable de voir sa propre naissance comme lumière du logo, s'immergeant dans l'humain, comme une lumière non réfléchie. Et si elle veut une réalité physique, elle a besoin d'avoir foi dans les faits et dans les démonstrations. Comme si la vérité était dans ceux-ci et non dans sa profonde approbation à leur tracé symbolique de la vérité, comme pensée ayant en soi le pouvoir de la vérité. La pensée dialectique ne peut pas saisir vraiment le monde physique ou le métaphysique, parce qu'elle ne possède pas le processus au moyen duquel elle le connaît, en le prenant comme réel en dehors de soi, un processus qui lui est intérieur, comme le tantum de la réalité physique ou métaphysique qu'elle parvient à pénétrer. Ce qui demeure extérieur à un tel processus de connaissance, n'est pas en dehors de l'être humain, mais à l'intérieur de la pensée. À partir de là, pensée, en tant que pensée reflet, surgit l'image extérieure du monde et cette image se trouve opposée à elle comme une réalité, laquelle, effectivement, n'est pas la réalité, mais le symbole de sa limite. Le pouvoir intérieur de l'idée, en tant que principe de la force essentielle de l'être humain, n'a rien à voir avec l'idée de l'idéalisme, dont le sens est la spéculation, à savoir la dialectique échangée pour une action intérieure. Dans le pouvoir intérieur de l'idée, l'ésotériste de ce temps reconnaît l'essentiel pouvoir de vie auquel tendaient les initiations antiques et les ascèses mystérosophiques. L'idée il l'a en soi continuellement comme un immédiat, elle peut manifester son pouvoir dans le cas où elle est intensément voulue dans son noyau, ou à partir du centre dont elle se meut. Xi. Méditation. L'idée est un être de volonté, un pouvoir germinal du vouloir. Celui qui l'expérimente, réalise cette volonté comme la matière première de l'opération magique. L'homme qui ne parvient pas à dominer l'idée, devient un possédé des idéologies, c'est pourquoi il vit dans le domaine de l'animalité. Tout le connaître, l'expérimenter, le percevoir de l'homme s'élève à l'idée comme à l'essence, le germe originaire qu'il a la tâche de restituer aux choses. C'est l'opération par laquelle seulement l'homme peut surmonter en lui la matérialité des choses et le lien à la nature animale. 12. Méditation. L'image extérieure du réel surgit de l'écoulement de la lumière de l'âme vers le sensible. Dans une telle image, la rencontre de l'âme avec le monde est déjà en acte, parce que la matière inanimée renaît en forme et couleur, commence à devenir intériorité, relation de pensée. Idée. Forme et couleur sont déjà relations éthériques de la lumière au moyen de l'activité de perception. Ainsi, de point en point du réel, du plus élémentaire mesurage physique au calcul sublime, à l'idée d'énergie, etc., la relation est toujours pensée. Ce n'est pas la relation pressentie par la pensée. Idéaliste, incapable de séparer la condition réfléchie et toutefois de se rendre indépendante des processus sensibles, mais plutôt l'élément de vie non vu par une telle pensée, l'expérience duquel requiert une ascèse, une action intérieure, à savoir un tarissement de la spéculation.